Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Je tiens à remercier Rossella Fabrichesi, Université de Milan, Haïm Baharieh, Rav Fabrizio Haïm Cipriani, Anna Linda Calò, Université de Milan et Sabina Zenobi. Un merci tout spécial à Silvano Facioni et à Davide Assael. CNC. Dédicace. À Nella Cohen, Livourne Auschwitz, arrêté à Abasia en 1944. Numéro de matricule S, données CDEC. Préface, l'écriture est plus que le sang. Davide Assael. Président de l'Association de philosophie relationnelle, Lèche Lecha, engagé au niveau international dans le domaine du dialogue interculturel. Dans cette étude très originale, Cosimo Nicolini Cohen se penche sur un sujet spécifique mais qui se croise avec des questions bien plus vastes, car touchant plus en général au rapport entre judaïsme et Occident. Au sein de ces traditions, la manière d'aborder la relation entre écriture et langage, un thème qui a traversé toute la pensée philosophique et qui a assumé au siècle dernier une position centrale, semble révéler des approches différentes. Dans le but d'approfondir la question, Cosimo Nicolini Cohen reprend la perspective de Carlo Cini, le philosophe qui, avec Jacques Derrida, s'est consacré le plus depuis quelques décennies à la redéfinition de cette interdépendance. Correctement juxtaposée à la vision de l'archéologue Clarice Ehrenschmidt, la thèse de Carlo Cini renverse les paramètres coutumiers. Tandis que d'habitude, on a conçu l'écriture comme une transcription d'un processus mental, ce philosophe soutient exactement le contraire. Le langage naît d'un support écrit. Le parcours sur lequel Ehrenschmidt et Cini se concentrent connaît un moment crucial avec le passage d'une écriture consonantique à une alphabétique. Ce passage a lieu dans la Grèce antique par l'introduction de l'alpha privatif qui consent, chose inédite, de penser le non-être, en fondant le principe de non-contradiction. Si l'être est, le non-être ne sera pas. C'est d'une telle notion que germe la pensée scientifique et rationnelle, laquelle ne consent pas l'affirmation de deux propos opposés, les hommes à deux têtes selon l'expression de Parménide. La vision occidentale se définit alors par un effort d'objectivisation de la réalité, descriptible au-delà des expériences introduites par le sujet, et donc marquée par des exigences affectives, des préjugés culturels et d'autres formes de déformation. Par rapport à cela, l'Occident ne distingue pas entre l'ancien et le moderne. Il s'agit d'un trait constant que nous trouvons dans le « tiei ». Qu'est-ce que c'est ? Socratique comme dans le cogito cartésien. C'est une certitude indubitable sur laquelle il devient possible de bâtir l'édifice d'une pensée aliène à toute influence extérieure. En hébreu par contre, le terme écriture se traduit par le mot mikra qui partage sa racine avec le verbe likro, lire. Bref, plus que d'écriture, il serait ici question de lecture. La différence n'est pas infime, puisque la lecture est ce qui caractérise l'interprétation. D'une part, il y a l'image occidentale de l'écriture établissant des significations fixées à jamais, scripta manent. De l'autre, l'idée juive d'une écriture en tant que support favorisant l'herméneutique. Si, comme le fait en premier Cosimo Nicolini Cohen dans ce travail, on applique le schéma de Carlo Cini à la langue hébraïque, on verra émerger des différences qu'on ne peut que deviner au niveau des définitions. L'hébreu est une écriture consonantique où chaque mot prend des significations distinctes selon la manière de le lire, en le vocalisant d'une manière plutôt que d'une autre. Dans la langue d'Israël, il demeure ce que Nicolini Cohen, à partir de Clarice Ehrenschmidt, qualifie comme l'ambiguïté de la graphie consonantique. Voici ces mots. Par la référence aux diverses lectures possibles qui se profilent d'une même racine, Ehrenschmidt consent de mettre en évidence, à nos yeux de sujets individuels, mais formant une subjectivité collective, accoutumée à la graphie vocalisée et donc façonnée par cette dernière, ce qui apparaît comme l'ambiguïté de la graphie consonantique, autrement dit la labilité de sa lecture, ni prédéterminée, ni contrainte par l'énonciation de voyelles écrites. Les options de vocalisation montrent notamment la possibilité d'une cohabitation entre des significations différentes et à la fois, toutes cohérentes par rapport au support duquel elles surgissent. Comme l'explique Nicolini Cohen, à partir des multiples vocalisations et emploi des préfixes ou des suffixes, on peut changer les modes verbaux en passant du verbe au substantif, d'une signification à une autre.
Par exemple, la racine shin peh resh vocalisée avec a, safar, correspond au passé à la troisième personne masculine du verbe compter. Vocalisée avec e, sefer, correspond au substantif livre. Avec l'ajout à cette racine, spfr, de la préposition lamed, on construit l'infinitif du verbe compter et du verbe raconter, l'ispor, les saper, et ainsi de suite. Alors que la culture occidentale vise à la définition de la réalité, la pensée hébraïque se distingue par l'interprétation, autrement dit, par la possibilité de repérer des significations différentes, voire opposées, en démarrant d'un seul support. Un vieux dicton midrashique affirme « Elu velu divre Elohim shaim », ceci comme cela sont les mots du Dieu vivant. Par ailleurs, on a souvent soutenu que le sens préféré par la culture grecque, à l'origine de celle de l'Occident, est la vue, ce qui se lie à son goût pour l'établissement de définitions. Il s'agit là de la primauté de l'œil de l'esprit établie par Platon. Antisthène, Platon, je peux voir un cheval mais pas la chevalinité. Platon, c'est parce que tu as l'œil qui te permet de voir le cheval, mais tu n'as pas encore l'œil de l'esprit qui te permettrait de contempler la chevalinité. Antisthenie fragmenta, Collegi Fernanda de Cleva Caisi, Istituto Editorial Cisalpino, Milano 1966/67. Un choix, celui de Platon, dont on déniche l'écho dans les mots émouvants de Galileo Galilei qui, dans une lettre à son ami Elia Donati, confie qu'il a perdu la vue et donc, la possibilité de connaître. Hélas, Monseigneur, Galiléo, votre cher ami et serviteur s'est retrouvé depuis 1 mois, sans remède, complètement aveugle. Imaginez-vous, votre Excellence, dans quelle affliction je suis, alors que je réfléchis sur un ciel, sur un monde ou sur un univers que, par mes merveilleuses observations et par mes démonstrations évidentes, j'avais élargi 100 voire 1000 fois plus que ce que les savants auparavant avaient normalement pu voir depuis tout temps. Pour moi, tout cela s'est tellement réduit et rétréci qu'il est désormais à peine plus grand que l'espace occupé par ma personne. De son côté, la culture juive place au centre le sens de l'ouïe. Dans la Torah, on répète souvent « Shema Bekoli, écoute à travers ma voix ». Comme le souligne à juste titre Gianfrancesco Zanetti, il ne faut pas limiter le sens de l'ouïe à la réception d'un son. Il est évident que l'on peut aussi penser à l'écoute en termes métaphoriques et que dans ces termes, on peut écouter la mimique faciale ou le langage corporel. In philosophia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione di Rito Carocci Roma 2019/54. Écouter, c'est interpréter. C'est une manière de s'immerger dans la contingence de la vie, où un mot, un geste sont susceptibles de prendre des significations diverses selon le contexte d'insertion. C'est de cette différence que surgit le grand refoulement de l'Occident, sur lequel Carlo Sini a souvent insisté. L'objectivisation du monde évacue ce que Husserl appelait Lebenswelt, le monde de la vie. Par sa démarche, Nicolini Cohen nous aide à répondre au grand interrogatif sur comment on a pu arriver, au sein de la culture européenne dans sa forme la plus élevée, à savoir dans la patrie de Kant et de Goethe, à la monstruosité des camps d'extermination nazis. Tout se joue au niveau de l'écriture. Les numéros tatoués sur les bras des prisonniers des camps ne sont que l'expression la plus radicale d'un refoulement de la subjectivité inscrit dès le début. Un esprit accoutumé au refoulement de la vie ne peut que finir par l'anéantir dans l'indifférence la plus totale, comme s'il s'agissait d'une démarche quelconque. Le drame d'Auschwitz, par l'unicité qui le distingue des autres génocides de l'histoire, n'aurait pu que naître dans ce contexte. Dis-moi comment tu écris, et je te dirai qui tu es. À cette écriture objectivante et annihilante, Nicolini Cohen, en reprenant quelques considérations de Lévinas, juxtapose l'idée d'une récupération de Lamed, la lettre qui, par sa graphie, pointe vers le haut en allant au-delà de la limite graphique de l'écriture. Cette lettre serait une invitation au dépassement, et donc à l'interprétation. Il affirme, métaphoriquement après la Shoah, la justice se présente comme la justice de Lamed. Suite à la mise en œuvre d'une telle politique, rendre justice, même sur le plan théorétique, a en effet impliqué de travailler aux conditions d'existence de corps audaces, nouveaux et pluriels, soit de corps théorétiques, sachant et pouvant réinterpréter l'écriture du monde. Cela non pas pour se perdre dans la multiplicité des interprétations, mais afin de parcourir dialectiquement les contradictions constituant le terrain de la vérité ou de la construction d'un monde de vérité, d'orientation,
de direction vers un au-delà non pas du transcendant, mais de la transcendance rendue possible par l'inviolabilité de chaque individu. Ce monde de vérité s'oppose à l'idolâtrie, d'un chef, d'un duce ou d'un Führer, tout comme d'un signe absolutisé dans sa signification immédiate, où l'immanence se renferme sur elle-même, dans l'hypostatisation d'un de ses fragments déterminés, et elle perd ainsi son sens. Si cela est l'enjeu, on comprendra bien le pourquoi du grand débat né au sein du monde juif entre les massorètes qui se réunissaient principalement à Tibériade entre le 7e et le 9e siècle de l'ère chrétienne. Ce débat a conduit à l'introduction de signes graphiques pour transcrire les voyelles. Certes, cette mesure a permis la conservation de la tradition, massorée, pour un peuple sans terre et dispersé aux quatre coins du monde. Mais il y a aussi impliqué le risque de soustraire le texte à la pratique interprétative propre de la tradition talmudique. Le retour à un emploi quotidien entièrement consonantique, à l'instar de celui qu'on pratique aujourd'hui en Israël, reprend une coutume ancienne qui est aussi la garantie d'une forma menti donnée. Ce choix n'était pas à tenir pour acquis, au point qu'il a ouvert un conflit dans le naissant État hébreu. Le sionisme était un mouvement juif allemand, et plusieurs de ses représentants pensaient que l'allemand devait devenir la langue nationale, en réservant celle hébraïque pour les offices religieux. Herzl même ne connaissait que quelques mots d'hébreu. Est-ce qu'il faut lire ce résultat comme un exemple de l'opiniâtre obstination juive, à l'assimilation de paulinienne mémoire ? Ceci dit, ceux qui connaissent la réalité israélienne actuelle savent jusqu'à quel point sa société civile est vive, jusqu'à quel point le débat politique y est pluriel et enflammé, jusqu'à quel point l'investissement culturel et scientifique y est massif. On peut facilement relever dans ces tendances la permanence d'anciens modèles culturels. Voilà pourquoi Nicolini Cohen fait très bien lorsqu'il cite un passage de J.M. Hoffman, 2004 sur 189, relatif à Eliezer ben Yehuda qui a choisi l'hébreu comme langue de l'État d'Israël, en devenant par là même l'apostrophe, une des figures symboles de cet État post-1948. Ben Yehuda had made perhaps the most dramatic and personal decision of his life. Only Hebrew would be spoke in his home. The Hebrew was the only language he would use with any children they might have. Mais une question demeure. Pourquoi cette langue, cette écriture consonantique, s'est intersectée aussi profondément avec la culture occidentale, à partir de la philosophie grecque, considérée par des grands savants du Moyen-Âge juif, dont Yehuda Halevi ou Maïmonide, comme la forme la plus élevée de la pensée païenne ? Parce que cette langue compose un récit bien différent de la religiosité qui le précédait. Tandis que les grandes narrations mythiques parlent d'un monde sacré marqué par l'intervention constante du divin, la Torah est le récit du retrait de Dieu, de nos jours encore confiné dans son Shabbat. Bien qu'il intervienne à maintes reprises dans la narration biblique, il le fait toujours, pour réorienter une action qui a perdu son dérèche, la voie vers son propre but. Cela à l'instar du psychanalyste avec ses patients, muets, il intervient uniquement quand il le juge utile afin que l'analysé prenne mieux conscience de soi. Cette référence à la psychanalyse du juif Sigmund Freud n'est pas fortuite. En somme, le judaïsme rompt avec le monde du sacré, tous les gestes qui le définissent correspondent à un détachement par rapport aux origines. Abraham qui quitte sa terre, Genèse 12, 1, la sortie d'Égypte décrite dans le livre de l'Exode, et il ouvre un parcours d'autonomie fondé sur la conscience critique. C'est ici qu'il y a l'intersection avec un Occident marqué de façon indélébile par le personnage de Socrate, qui invite ses disciples à la réflexion autonome vis-à-vis des croyances de la cité. Certes, le parcours juif connaît un aboutissement autre que celui de l'Occident, car il s'agit d'un parcours circulaire, bien que non cyclique, dont l'objectif coïncide avec le retour au point de départ que l'on vit pourtant avec une conscience différente. Après 20 ans d'exil volontaire auprès de son oncle Laban, le retour de Jacob Israël, le paradigme de l'identité juive, chez son frère Ésaü reste l'image symbole d'un itinéraire qui, une fois de plus, est inscrit dans la langue. En hébreu, le verbe progresser se traduit par le kadem, où kadem désigne l'Orient, l'endroit d'où chaque chose surgit. C'est le lieu où se trouve le jardin d'Éden, Genèse 2, 8. Le progrès devient ainsi un trajet vers l'origine et c'est intéressant que le Midrash décrive Jacob qui s'éloigne de sa terre en marchant à reculons, donc en regardant toujours vers son pays natal. Tous autres les schémas théologiques de la pensée occidentale, allant d'Augustin à Hegel, où le but est antithétique au principe. Le judaïsme en somme,
s'ouvre à l'Occident en conservant quelques caractéristiques des cultures ancestrales de l'Orient. Si on met ensemble les mots et le récit, même une analyse du langage comme celle proposée par Nicolini Cohen confirmera l'image du judaïsme en tant que point intermédiaire entre les deux hémisphères du monde. D'ailleurs, c'est bien là qu'il se situe, géographiquement parlant, et depuis Montaigne, on sait jusqu'à quel point la géographie influence la construction d'une identité culturelle. Une telle caractéristique peut aussi indiquer une fonction politique dans notre monde globalisé, qui apparaît encore incapable de mettre en place un ordre propre. Bref, combien de choses peut-on apprendre de la langue? C'est ce qu'enseigne Rosenzweig en affirmant « La langue est plus que le sang ». Et l'écriture aussi, pourrait-on soutenir à la lumière de cette étude. Introduction. L'analyse que je vais proposer trouve son origine dans le texte de Clarisse Ehrenschmidt intitulé L'écriture entre monde visible et invisible en Iran, en Israël et en Grèce, in l'Orient ancien et nous. L'écriture, la raison, les dieux, rédigé en collaboration avec Jean Bottero et Jean-Pierre Vernant, 1996, et dans quelques questionnements posés par la philosophie de Carlo Cini. Le premier but, le présupposé, de ce travail est de mettre en lumière l'importance que revêt, pour la philosophie théorétique, la référence au matériel graphique, à partir des signes gravés dans le but d'enregistrer des marchandises jusqu'à l'écriture alphabétique. Hélas, on ne pourra pas prendre en compte ici une première forme de graphie, celle représentée par les peintures rupestres. À simple titre d'hypothèse heuristique, j'attribuerai l'origine du processus de la connaissance à la production graphique et au contexte économique qui s'y rapporte. Cela non pas afin de soutenir que l'écriture est née avec un objectif économique, mais pour mettre en évidence que l'économie même, à entendre en tant qu'expression du commencement de la société, surgit en corrélation avec la production graphique. Dans ce sens, de l'étude de quelques signes conçus pour enregistrer des marchandises, les calculi des Élamites, je m'efforcerai de saisir le lien originaire entre connaissance et économie. Ce qui est dirimant dans l'enregistrement sur un support matériel, voir le chapitre 2, c'est le fait de rendre impérissable le signe et à travers lui, la soustraction progressive du sujet au temps cyclique de la nature. En permettant la connaissance, le marquage façonne la vie de l'homme et par l'enregistrement d'une dette, il rend le sujet un esclave potentiel. C'est cet aspect qui nous aide à identifier un point germinal commun entre économie, écriture, savoir et assujettissement. De ce fond, j'articulerai mon hypothèse d'après laquelle l'écriture consonantique du texte biblique et les pratiques de lecture qui y sont liées inaugurent la possibilité d'employer différemment l'écriture. En énonçant l'option d'annuler la dette, donc d'effacer l'enregistrement, l'écriture biblique se place sur la voie d'une reconfiguration complète du rôle du sujet par rapport à l'écriture, support de connaissance et de pouvoir. Ce tournant éthique possède une valeur théorétique particulière, qui consiste en une modalité autre d'usage de l'écriture. Ce mode d'emploi dispose, requiert et constitue le sujet dans sa singularité et cela, bien que de façon non univoque, à partir, selon l'hypothèse qui a guidé mon analyse, des caractéristiques graphiques du consonantique même, où la signification du signifiant exige l'acte de vocalisation du sujet. C'est sur de telles bases que j'entends interroger la forme d'écriture qui a forgé notre identité en tant que sujet de la connaissance et de la technique, c'est-à-dire de l'écriture alphabétique vocalisée. Prédisposant le sujet à la connaissance de ce qui est, celle-ci produit à la fois la subjectivité théorétique, capable de l'acte contemplatif, et l'idée d'objectivité, donc du monde comme donné, mais aussi plus structurellement de l'essence, de l'être. Pour une partie de mon étude, soit dans le temps de suspension propre de la réflexion spéculative, je vais ainsi dessiner une opposition ou du moins un contraste. Là où le consonantique, en raison de l'activité de vocalisation, induit à une praxis interprétative, l'alphabet vocalisé dispose à une attitude théorétique et cognitive. Le premier semblerait donc renvoyer la signification de l'écriture à la capacité d'interprétation du sujet, tandis que le second serait propédeutique au dévoilement de la vérité de l'être, de la vérité comme alessaïa et comme réminiscence. C'est sur une telle base qu'il me paraît possible de saisir le rapport spécifique que les deux formes d'écriture instaurent avec l'élément fondateur de toute pratique graphique, l'enregistrement gravure sur un support. L'écriture consonantique, à cause de la vocalisation demandée au sujet,
semblerait au tout début infirmer le caractère impérissable de cet enregistrement, puisque la valeur de vérité du signe est, en puissance, mise en discussion, dans certaines limites, par chaque lecture ultérieure. Cela non pas nonobstant le fait qu'une telle écriture donne vie à des principes et à des normes auxquels on ne peut pas déroger, mais à côté de ceux-ci, selon un endiadis inséparable. Au contraire, l'écriture vocalisée rend possible, exige une définition stable, et ouvre à une dimension où la parole devient acte du savoir, prise de possession de la réalité, dans le sens étymologique de comprendre, autant eidétique qu'empirique. Cette association entre connaissance et possession renvoie à Lévinas. De la comparaison de type heuristique et à l'occasion, purement expérimentale, puis métaphorique, entre ces deux différentes graphies, je dessinerai deux typologies de subjectivité et deux conceptions corrélationnelles de vérité. J'articulerai cette opposition, dont la validité est à rechercher non pas dans le domaine du savoir empirique, mais plutôt dans celui de l'expérience et enfin de la simple applicabilité, à travers un regard critique sur les étapes qui ont scandé le développement du consonantisme hébraïque, chapitre 3. Ce développement se présente sous la forme de l'identité graphique et de la diversité des pratiques de lecture. L'étude de ces dernières consent de mesurer l'importance du rapport écriture-oralité, ou dans un sens plus large, du dispositif herméneutique, qui façonne la compréhension pharisienne talmudique du texte biblique, ainsi que certains présupposés de la renaissance de l'hébreu parlé. Les multiples formes de lecture, conditions d'usage, de la langue hébraïque sont concevables dans les termes d'une tentative constante de renouer l'écriture à l'oralité, sur la base de ce que David Bannon enseigne et au point de concevoir l'acte herméneutique dans un sens existentiel large, mais aussi en tant que modalité où le sujet s'approprie à nouveau du support, de la praxis dont il tire son origine. Mais jusqu'à quel point ? Et dans quelle mesure ? Avant d'ébaucher une réponse, il faut souligner dans ce passage la tentative d'annuler les effets de l'enregistrement, rendre impérissable le sens dans le signe, non pas par l'acte de négation de l'écriture, mais pour ainsi dire par une prise de possession herméneutique de celle-ci. On n'est plus assujetti à la pratique de l'écriture, mais on est sujet de celle-ci. Hélas, une telle autodétermination se révélera illusoire car, comme on le verra par la suite, on est toujours sujet à la praxis interprétative sans être sujet de cette dernière. Par un corps à corps avec des moments du rapport entre écriture et oralité dans le cadre de la langue hébraïque, je chercherai à approfondir l'instance de fond d'après laquelle il n'y a pas un sujet et une identité intérieure corrélée, mais plutôt de la matière humaine, de la chair animale, constamment modelée par le rapport avec les pratiques d'écriture par une graphie qui façonne l'action et ainsi façonne la langue, la pensée et l'intériorité. La question de la connaissance devient, comme l'indique Sini, la question du sujet. Pour cela, je m'efforcerai à maintes reprises de montrer comment faut-il concevoir le questionnement théorétique afin qu'il soit véridique, donc un questionnement existentiel. La comparaison entre formes graphiques et modalités d'emploi corrélationnelles, pratique de lecture, mettra en lumière, en parallèle à la question du sujet ci-dessus mentionné, une idée différente, un statut autre, de ce en quoi consiste l'enregistrement. Enregistrement du nombre, du nom, du signe, de cette différence, chap. 4e X. Je chercherai par un geste qui se reconnaît comme distinct de tout critère historiographique, de questionner la Shoah dans ses rapports avec le savoir de l'Occident. J'expliciterai ainsi le nœud sous-jacent dès les premières lignes à ce travail, soit une préoccupation qui fonde l'interrogatif autour des liens entre écriture, connaissance et éthique. Dans ce sens, je reconnaîtrai à partir de la validité d'une image qu'il faudra rapporter à l'analyse dans son ensemble, le tatouage du numéro sur le corps des déportés comme une réactivation du marquage quantitatif mis en acte lors de l'enregistrement d'une dette, en sachant que ce marquage permettait autrefois d'ôter au débiteur sa liberté, en le rendant par l'esclavage une marchandise. Le lien entre écriture, économie et savoir se retrouve indirectement, au moment de l'épilogue et de la crise de l'Occident, pour questionner les effets et les présupposés éthiques de nos pratiques d'écriture, de notre identité de sujet théorétique. Sur la base de cette prise de conscience, il deviendra en outre possible de se demander si la praxis de lecture, observable au niveau de l'expérience dans le dispositif herméneutique sous-jacent à l'écriture hébraïque, peut révéler quelque chose à l'Occident tout entier et donc à tout un chacun. À noter que par la suite,
Je résumerai métaphoriquement cette praxis en utilisant le nom de la lettre Lamed, voire le glossaire. Mon souhait sera de comprendre s'il est possible de parvenir, par le biais d'une image, celle de la Lamed, à une expérience, à une praxis herméneutique, en dehors des lettres de l'alphabet hébraïque et de ses dispositifs de lecture. En somme, la Lamed aurait-elle non seulement quelque chose à dire ou à exposer, mais aussi à mettre en œuvre de façon pratique ? Plus spécifiquement, ce à quoi je voudrais renvoyer par l'image graphème de la Lamed, c'est la rencontre antithétique à la tradition rationaliste de l'Occident moderne entre l'acte de connaître et l'acte éthique. Certes, une telle rencontre défie la clarté analytique, propre de nos habitudes, en tant que sujet rationnel, de conduite et de pensée. Mais c'est aussi une rencontre dont, en qualité d'êtres humains en chair et en os, nous ressentons toujours le besoin, à partir des opérations d'écriture et de pensée. 1. Signes, marchandises et hommes. 1.1 Archéologie de l'écriture. Dans son texte, l'écriture entre monde visible et invisible en Iran, en Israël et en Grèce, in l'Orient ancien et nous. L'écriture, la raison, les dieux, 1996, la linguiste et archéologue Clarice Ehrenschmidt cite le passage suivant du philosophe Karl Jaspers, 1990. Le dialogue entre les vivants permet de reconduire l'autre à soi-même. Cependant, l'échange avec les morts présente, lui aussi, quelques analogies avec tout cela. Je les rends vivants par le dialogue. La réponse provient des passages du texte qui reprennent vie à travers mon interrogation, tandis que le lecteur qui ne se pose pas de questions glissera sur la surface du texte. On voit ici émerger 3 termes essentiels pour le démarrage de cette analyse. Le passé, représenté par les auteurs qui nous ont quittés, le dialogue et la reconduction à soi. Le passé et ses protagonistes vivent à travers les questions que nous leur adressons. Mais il y a plus. Ces questions, les seules à aller au-delà de la surface, sont aussi celles qui permettent de dire quelque chose sur notre existence d'aujourd'hui. Dans ce sens, ce sont les traces laissées par les générations passées qui suscitent tout interrogatif autour de nos identités actuelles. Ces traces ne nous entourent pas exclusivement dans les rayons des bibliothèques, où le signe est une textualité immédiate, mais aussi de manière plus large, autant dans les paysages traversés par les hommes d'antan et par nous aujourd'hui, que dans les villes où les marques des agissements d'hier forment des murs, des rues et des édifices. Chacun de nous vit sur des terres sédimentées, sur des couches anciennes. Ceci dit, la plupart du temps, nous occupons ces terres sans nous poser de questions et sans interroger l'héritage de ces couches ou la signification d'être ici et maintenant, alors que le dialogue avec le passé est le préalable au passage de l'interrogatif historiographique à l'interrogatif généalogique. En ce qui nous concerne, c'est à travers ce dernier, ou par l'une de ses possibles déclinaisons, qu'on entend interroger, le long de ce travail, les racines de notre présent, en ramenant notre condition actuelle de pensée et d'action à des moments originels qui continuent de nous influencer, bien que de manière non évidente. Certes, la distinction entre approche historiographique et généalogique exigerait de prendre en compte toute une partie de la philosophie moderne et contemporaine, allant de Nietzsche à Foucault. Mais pour les buts de cette étude, on se contentera d'une exemplification. Aristote, en distinguant entre histoire et poésie, précise que la finalité de la première consiste en la reproduction descriptive de l'événement passé, ce qui nous permet de le connaître dans sa particularité, tandis que la finalité de la seconde est de saisir les traits essentiels, vérités et significations universelles, se référant au dit épisode, qu'il faut ramener à des critères esthétiques et à des exigences d'aujourd'hui. La synthèse obtenue devient donc une occasion pour mieux appréhender les choses. On contemple ce qui s'est vraisemblablement passé et on parvient à une compréhension majeure et inédite de notre condition présente. Aristote, Poetica, 1998, en français, Poétique. Connaissance et compréhension. Vérité, sens et signification. Il ne s'agit donc pas de la description ou de la reconstruction du passé, mais plutôt de la réactivation au présent de quelques-uns de ces éléments. Ainsi l'homme, en croyant se rapporter à l'événement passé, ne fait, par son intermédiaire, que regarder en son fort intérieur et grâce à ce regard, il se construit. À partir de cela, il est possible de concevoir la généalogie comme une modalité d'interrogation qui partage avec les autres savoirs la quête de la vérité, sans toutefois la contempler comme un objet à découvrir et à posséder en termes de données, mais par contre,
en la regardant comme point de fuite idéal à travers lequel s'orienter dans le monde. C'est bien au contraire ce qui constituait hier la vérité, en qualité de donnée pure et simple, la vérité du passé, qui semble condamnée à perdre toute sa force, son sens, dans le moment même où elle nous est présentée comme la vérité du passé, vérité dépassée et détachée du présent. Néanmoins, c'est la possibilité pour tout un chacun de s'interroger sur la vérité, qui permet, lors d'une pause des affaires quotidiennes, de mettre en perspective notre existence pour saisir dans la tension entre passé et futur le sens du présent en dépit de sa fugacité. Grâce au regard généalogique, on parvient à reconnaître dans ce qui s'est passé hier une expérience de type philosophique dont le profil, le geste inaugural est décrit par Carlo Signi dans la Scrittura e il debito. Conflitto tra culture et anthropologia, 2002. De leur côté, certains passages du travail d'Ehrenschmidt dévoilent, de façon graduelle, les diverses couches de la généalogie de la forme écrite, ce qui rend possible de s'interroger autour de la généalogie de l'homme d'une perspective plus philosophique, pensée, action et identité. Le fait de distinguer entre reconstruction historiographique, généalogique et analyse philosophique demeure, hélas, fragile. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.